Bonjour, c'est Samy de Paléo Facile. Pour ce troisième épisode, j'ai décidé de faire une petite pause et puis de faire une série questions-réponses pour repréciser certains des points qui ont visiblement été mal compris suite au feedback que j'ai reçu. Alors tout d'abord, il y avait une petite question de Joël de Montréal qui se questionnait sur pourquoi une durée de 30 jours, sachant qu'en général, on parle souvent de 6 semaines pour changer des habitudes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans le monde paléo, il y a beaucoup d'auteurs qui ont repris ce concept des 30 jours. D'une part parce que c'est quelque chose qui empiriquement fonctionne. Donc, on s'est rendu compte que en moins de 30 jours, la plupart des personnes, tant qu'elles n'ont pas des dérangements métaboliques absolument incroyables, les gens se retrouvent en dessous de 30 jours à avoir des effets. Donc, l'idée, c'est de fixer une limite psychologique qui semble être atteignable facilement. Se dire un mois. J'ai juste à faire des efforts pendant un mois. Et puis, si je vois une différence, je continue. Si je vois pas de différence, bah, je vais peut-être me démotiver. Mais l'idée, c'est ça. C'est je veux voir quelque chose. Et puis, en souvent, dans les 30 jours, on voit quelque chose arriver. Et ce qui fait qu'après ça, le temps vient de changer correctement les habitudes par la suite, parce que la motivation est là. La deuxième question, c'est où est passé le cadre alimentaire? En effet, au premier épisode, j'ai parlé d'un cadre alimentaire. J'ai dit qu'on pouvait faire varier le régime alimentaire d'une personne à l'autre. Et puis après ça, j'en reparle plus. Après ça, je mets une liste d'aliments. Ça semble être extrêmement prescriptif. Alors, donc là-dessus, c'est un point extrêmement important. Donc, je vais en parler un petit peu plus. Donc, ce qui se passe, c'est si on regarde dans la communauté paléo, il y a des sujets qui sont extrêmement controversés. Il y a tout un monde qui sont d'accord sur un ensemble de choses, puis qui divergent sur un certain nombre de recommandations. Donc si on prend par exemple l'approche du livre It Starts with Food de Dallas et Melissa Hartwig, eux vont préconiser une approche extrêmement stricte qui ressemble à ce que j'avais pu décrire dans le premier slide. Si on regarde d'autres auteurs comme Mark Sisson, comme Rob Wolf, comme Paul Jaminet, Kurt Harris, Chris Kresser, eux vont aussi s'associer au mouvement paléo, mais vont proposer des réponses différentes, notamment sur est-ce que on doit manger autant de graisse que ça ou c'est correct de manger un peu plus de glucides. Est-ce que combien on doit manger de protéines? Est-ce que les produits laitiers sont autorisés? Est-ce que toutes les céréales sont interdites? L'idée c'est que donc il y a plein de réponses pour tous ces points-là. Et les points qui sont importants, c'est de remarquer que d'une part, donc l'absence d'une nourriture pendant l'ère paléo ne veut pas nécessairement dire que c'est pas bon pour nous maintenant. Donc la vraie question, c'est est-ce que en fait c'est pas de dire est-ce que cet aliment il est paléo ou est-ce qu'il est pas paléo. La vraie question c'est est-ce que ça contribue avantageusement à ma santé ou pas. Et de deux, ce qu'il faut voir c'est on est capable de trouver des exemples de peuples traditionnels qui vont fonctionner sur des régimes extrêmement riches en graisse, comme les Inuits ou les Maasai, qui vont être entre 60 et 90% de graisse dans au niveau des calories dans leur alimentation. Mais à l'inverse, on est capable de trouver des exemples comme les Okinawans ou les Kitavans qui vont manger 60 à 70% de féculents dans leur 60 à 70% de leurs calories sont constituées de féculents. Donc là, ce que ça veut dire, c'est extrêmement difficile de répondre à la question de dire voilà ce qu'on mangeait avant, ça va dépendre clairement des ancêtres.
Donc c'est là l'importance d'un cadre alimentaire. Le problème d'un cadre alimentaire, et l'avantage en même temps, c'est qu'un cadre alimentaire, ça pousse à faire réfléchir, ça pousse à expérimenter. Mais pour pouvoir réfléchir et expérimenter, il y a besoin d'un certain nombre de connaissances pour pouvoir le faire de manière éduquée, pour pouvoir le faire dans certaines directions. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, donc, dans les 2 premiers épisodes, ça a été extrêmement difficile de mettre beaucoup plus d'informations que ça. Donc là, l'idée, c'est de dire, je vais présenter, au prochain épisode, je vais présenter des principes généraux sur l'alimentation au niveau, donc, quels sont les mécanismes qui permettent de choisir les aliments, qu'est-ce que ça veut dire des macronutriments, des micronutriments, quels sont les aliments qui ont des toxines. Puis à partir de ça, on va pouvoir commencer à engager une discussion sur c'est quoi le cadre. Et donc l'intérêt de la prescription alimentaire que j'ai pu faire dans le 2e épisode, c'est simplement de donner une idée de comment commencer cette diète paléo. Donc comment on commence, quels sont le type d'aliments qui sont généralement recommandés, puis que par la suite, on peut ensuite varier les plaisirs et expérimenter sur soi-même une fois qu'on comprend un petit peu mieux les principes de base. Donc ça, ces principes de base, ils vont venir dès le prochain épisode. Sa réaction suivante, c'était sur le bacon. Donc là, il me dit, j'ai soulevé un point, j'ai dit on allait revenir sur le bacon, et puis je suis pas revenu dessus. Et puis c'est vrai, en fait, j'ai dit que je reviendrais là-dessus, mais c'était pas mon objectif de revenir là-dessus dans le même épisode. Je ferai probablement un épisode entier sur le bacon, et en fait plus généralement sur les gras saturés, parce que c'est souvent là où le bas blesse. C'est là où quand on parle de gras, le bacon représente, c'est le symbole du gras, et quand on parle de gras, tout le monde a peur. Le gras a été démonisé pendant les 50 dernières années. Donc l'idée, ça va être de revenir dessus et puis d'expliquer en quoi le gras contribue à la santé. Juste pour donner un petit aperçu, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a énormément de nutriments qui sont solubles dans le gras et qui donc, le corps va pouvoir profiter de ces nutriments dans des légumes par exemple, va pouvoir profiter de ces nutriments que s'ils sont accompagnés d'une bonne source de gras. D'autres raisons, c'est que la plupart des aliments qui sont riches en cholestérol sont extrêmement riches en nutriments, ils sont extrêmement denses. Pour 1 calorie, ils vont représenter beaucoup plus de nutriments que beaucoup d'aliments. Puis de 3, ça procure ça procure un sentiment de satiété. Donc ce qui fait qu'on peut manger moins et on peut notamment manger moins de glucides et donc ça a un avantage en soi. Mais on reviendra là-dessus, on reviendra sur pourquoi le gras saturé est pas bon, en fait pourquoi le saturé est bon, pardon, et puis pourquoi il n'y a pas à s'en faire pour le cœur, puis pour la silhouette au niveau des gras saturés. Puis à ce sujet, on peut parler de l'histoire de Annika Dahlqvist. C'est une docteure en Suède. Cette femme, donc, elle avait commencé, donc elle avait, comme beaucoup de personnes, des problèmes de poids. Elle faisait beaucoup du yo-yo avec son poids, jusqu'au jour où elle découvre donc, les régimes de type low carb, high fat. Elle expérimente sur elle-même, là elle se rend compte que ça fonctionne. Donc là elle suit la science, elle se rend compte que c'est effectivement que ça fait du sens d'un point de vue scientifique. Donc là elle commence à le proposer à certains de ses patients qui sont diabétiques, qui ont des problèmes de maladies chroniques. Évidemment, ça n'a pas été long que le National Swedish Board of Health and Welfare, qui serait leur équivalent là-bas de Santé Canada, donc qui s'intéressait à son cas,
qui ont commencé à lui poser des questions. Ils ont lancé une enquête. Puis 2 ans après, donc en 2007, ils ont rendu leur verdict. Puis ils ont décidé que ce type de régime faible en glucides et riche en gras saturés, que ce type de régime était compatible avec la science moderne. Donc l'équivalent de leur entité gouvernementale qui régule la nourriture, eux, en Suède, ils ont décidé que ça faisait du sens d'un point de vue scientifique. Ce qui est assez impressionnant, c'est que en 2011, il y a eu une étude qui a été faite en Suède, et puis 25% de la population suédoise était en train d'essayer un régime faible en glucides, riche en gras. Je vous remercie de votre écoute, et donc comme d'habitude, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions. J'ai mis les références en annexe, vous avez le lien. Et donc c'est promis, le prochain épisode, on va commencer à parler du cadre, on va commencer à réfléchir sur ce que c'est que les aliments, ce que c'est que des macronutriments, comment est-ce qu'on compose ça, et sur quels axes on peut jouer.